la crise du verglas en janvier 1998. Les rapports produits par les commissions d'enquête qui ont été mises sur pied à la suite de ces événements ont renouvelé les critiques contre l'approche sectorielle du droit de l'eau au Québec. Les critiques qui avaient déjà été identifiées en 1969 par la commission Legendre. Enfin, on verra une série d'actions publiques être entreprises en vue de réformer le droit de l'eau au Québec à la suite des événements de 1990 et des pressions exercées par la crise environnementale et le changement climatique. J'illustre ici, dans ce tableau, certaines actions publiques qui sont entreprises pour réformer le droit de l'eau. Le tableau n'est pas complet. Il y a eu beaucoup plus d'activités législatives que cela, notamment en ce qui a trait à l'eau potable, aux compétences municipales sur les ressources en eau, etc. On note des interventions, des réformes que j'ai soulignées ici, que la plupart des interventions demeurent sectorielles jusqu'en 2002. On intervient, loi sur la sécurité civile, après le déluge du Saguenay. Excusez-moi, la loi sur la sécurité civile après le verglas de Montréal, la loi sur la sécurité des barrages après le déluge du Saguenay, donc des interventions ponctuelles. On note que les interventions commencent à être plus globales en 2002 avec la politique nationale de l'eau, dans lequel le gouvernement du Québec annonce un projet de réforme du droit de l'eau fondé sur une vision globale des ressources en eau et non plus sur une vision sectorielle. Parmi les principes directeurs de la politique nationale de l'eau, parmi les principes directeurs qui ont conduit à la rédaction de la politique nationale de l'eau, qui ont inspiré l'élaboration de la politique nationale de l'eau, figure en premier lieu la reconnaissance de l'eau comme patrimoine collectif des Québécois. On retrouve également comme principe directeur dans l'élaboration de la politique le principe de la gestion intégrée des ressources en eau, qui sont identifiés également comme étant 2 des 3 enjeux de la politique nationale de l'eau. Alors, on voit que les enjeux de l'eau, de sortir de cette approche sectorielle de l'eau, ont surgi en 2002 avec la politique nationale de l'eau, malgré qu'ils étaient dénoncés, l'approche sectorielle était dénoncée depuis plus de 30 ans. Je crois qu'il est à propos également de souligner l'adoption de la loi sur le développement durable du Québec en 2006. Bien que cette loi n'ait pas pour objet l'eau, elle mérite d'être soulignée car elle introduit 16 principes directeurs du développement durable qui s'imposent aux actions du gouvernement, c'est-à-dire qui s'imposent à l'action de tous les ministères et organismes qui constituent l'administration publique. Et évidemment, plusieurs de ces principes peuvent intervenir lorsque des décisions publiques sont prises en matière d'eau. Et je vous ai mis ici à l'écran certains principes qui interviennent plus particulièrement dans la gestion de l'État gardien de l'eau, plus particulièrement les principes de précaution, de subsidiarité, ainsi que le respect de la capacité de support des écosystèmes, qui sont des principes qui s'imposent à l'action publique, donc dans l'action de tous les ministères qui ont des responsabilités, notamment en matière d'eau. Il faudra donc attendre 9 ans après son annonce dans la politique nationale de l'eau pour voir se concrétiser la révision du cadre juridique nécessaire à la mise en œuvre de la réforme du droit de l'eau que la politique nous avait annoncée, c'est-à-dire
une réforme du droit qui soit fondée sur la reconnaissance de l'eau comme patrimoine collectif des Québécois. Et voir également les principes préconisés par les experts du climat, à savoir la gestion intégrée, le principe de précaution et les incertitudes climatiques. Donc, il faut donc attendre cette loi pour voir ces mesures être introduites dans le droit québécois de l'eau. Alors, si vous regardez, par exemple, la politique nationale de l'eau, dans ses engagements en matière de réforme du droit de l'eau, on retrouve les engagements de la politique dans cette table des matières de la loi sur l'eau qui reprend, somme toute, les sections de cette loi. Avec l'adoption, donc, en 2009, de cette loi cadre, affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant leur protection, le législateur québécois cherche à sortir du droit fragmenté de l'eau et à intégrer sa gestion. Pour atteindre cet objectif, de nouveaux concepts juridiques sont donc introduits en droit québécois et canadien, des concepts qui étaient complètement inconnus jusqu'à maintenant. Il s'agit des concepts de patrimoine commun de la nation québécoise et d'État gardien des intérêts de la nation. Je peux également souligner que vous voyez ici dans l'article 1er où on affirme que les eaux de surface et les eaux souterraines font partie du patrimoine commun de la nation. On réitère également le statut juridique de l'eau, qui est une chose commune, dans le 2e alinéa. Pour ce qui est de la notion de patrimoine commun, il est intéressant de noter que cette notion apparaît de plus en plus fréquemment dans le droit public. Par exemple, avant, la loi s'intéressait à la protection des monuments historiques. Maintenant, la loi protège le patrimoine culturel et historique. De même, la loi québécoise sur les réserves écologiques fut remplacée par la loi sur la conservation du patrimoine naturel. Il se dégage de cette expression de patrimoine commun l'idée d'un héritage reçu des générations précédentes, héritage qui doit être conservé afin d'être transmis aux générations futures. Cela signifie aussi que l'exploitation du patrimoine commun doit prendre en compte sa transmission et donc inscrire sa gestion dans la durée. On ne peut pas liquider le patrimoine, on doit le transmettre, on doit donc inscrire sa gestion dans la durée. Et en cela, le concept de patrimoine commun est en droite ligne avec le développement durable. À notre avis, cette notion de patrimoine commun peut être comprise comme une dénomination juridique du développement durable. De plus, la création d'un patrimoine commun permet de sortir du droit fragmenté de l'eau, car ce concept réunit dans une seule catégorie de gestion l'ensemble des eaux, sans égard qu'elles soient de surface ou souterraines, sans égard qu'elles soient navigables, flottables ou non, sans égard à la propriété du lit ou des rives et sans avoir à transférer la propriété de l'eau ou à la nationaliser. Sans avoir à changer son statut, on peut réunir l'ensemble des ressources en eau dans une même catégorie de gestion. En plus donc de réunir l'ensemble des eaux, le patrimoine, la notion de patrimoine commun, unifie aussi la gestion. Unifie la gestion publique, la gestion de l'État, de l'eau, en lui attribuant un seul objectif commun et des principes directeurs applicables à tous les ministères provinciaux, aux titulaires du patrimoine et aux autres usagers.
Je vous ai mis l'article 3 de la loi dans cette diapositive. Donc, l'eau ne peut plus être utilisée dans l'intérêt général en se référant uniquement aux différents objectifs des lois sectorielles adoptées dans le passé. La loi sur le régime des eaux qui permet à des industries d'utiliser les eaux pour leur production. Toutes les lois sectorielles doivent maintenant se référer à cet objectif commun supérieur qui les encadre. Alors, l'article 3 précise que l'utilisation et la gestion de l'eau doivent maintenant répondre à l'objectif du développement durable. Ici, la référence à l'intérêt général, entendue comme une dénomination du développement durable, inscrit clairement la gestion de l'eau dans cette perspective et les fonctions de l'État gardien aussi. On peut donc dire de cette façon que la loi sur l'eau modifie le droit antérieur, où chaque loi sectorielle avait son objectif spécifique et où la protection des ressources en eau n'était qu'un objectif parmi les autres. Donc, aujourd'hui, tous les ministères responsables de l'eau sont maintenant soumis à cet objectif commun. La notion d'État gardien des intérêts de la nation dans les ressources en eau est une notion qui soulève beaucoup plus d'interrogations aux juristes. On peut toutefois observer assez aisément que l'État n'est pas le propriétaire du patrimoine, ni son titulaire, mais bien son gardien, c'est-à-dire l'administrateur du patrimoine, le fiduciaire. Le titulaire, quant à lui, du patrimoine, le bénéficiaire du patrimoine, quant à lui, est très bien identifié dans cette nouvelle loi dès son article 1er. Il s'agit de la nation québécoise. Cette expression souligne la dimension collective du patrimoine et souligne également sa dimension humaine, à mon avis, des titulaires du patrimoine. Donc, ce qui exclurait les personnes morales. Cette disposition qui renvoie à la nation québécoise a l'intérêt de ne pas nommer l'État, évitant ainsi de faire entrer l'eau dans le domaine public de l'État. Pour l'État, son devoir de garde, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de jurisprudence sur ces concepts jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décisions judiciaires qui ont interprété ces notions neuves, on peut quand même penser que le devoir de garde implique la protection et la conservation du patrimoine, implique également l'exercice diligent dans la garde et un devoir de loyauté et d'impartialité à l'égard des titulaires. Il faudra vérifier avec la jurisprudence future l'étendue du devoir de garde. On retrouve dans la loi des principes directeurs qui précisent l'ensemble des droits et des obligations de l'État face à l'eau, au patrimoine commun, des titulaires bénéficiaires du patrimoine, ainsi que des autres usagers. Et selon moi, ces principes contribuent à fonder la responsabilité de chacun des acteurs de l'eau sur le patrimoine commun et éventuellement donner accès à des recours. Parmi ces principes directeurs qui encadrent donc les droits et les usages, les droits et les devoirs des usagers, on retrouve les principes d'utilisateur-payeur, de prévention, de réparation des dommages à l'eau. Donc, ce sont les trois premiers principes sont énoncés en termes de devoirs. Donc, pour les
bénéficiaires titulaires du patrimoine, pour l'État gardien et les autres usagers, des devoirs nouveaux sur l'eau.